Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Judaïka, bonjour, bienvenue sur nos ondes pour ce nouveau numéro des rendez-vous du CCOJB. Pour m'accompagner aujourd'hui et pour la toute première fois, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Dominique Goldberg, récemment élu au comité directeur du CCOJB. Bonjour Dominique. Et à la technique, comme d'habitude, Clément. Bonjour Clément. Pour ce nouveau numéro des rendez-vous du CCOJB, nous recevons par Zoom un invité de marque, bien connu de notre communauté, mais pas seulement, son CV en atteste. Il s'agit de Claude Moniquet. Claude Moniquet, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu et merci d'avoir accepté notre invitation. Comme de coutume avec tous mes invités, je me permets de vous présenter. Vous avez 67 ans, vous êtes né à Bruxelles et vous êtes binational français et belge. Après une adolescence fortement marquée à l'extrême gauche, vous rompez avec ces milieux dont vous ne supportez pas l'antisémitisme. Et vous partez vivre en Israël, au kibbutz Yad Mordechai, au nord de la bande de Gaza. Vous revenez à Bruxelles à l'été 1980 et vous commencez votre carrière comme journaliste à la revue Regard du CCLJ, avant d'entrer au quotidien de Paris pour lequel vous couvrez l'Union européenne, l'OTAN et le nord de l'Europe. Vous réalisez aussi une quinzaine de reportages clandestins en Pologne et dans d'autres pays du bloc communiste, avant de partir pour Vienne, où vous serez correspondant de nombreux médias français, suisses, britanniques, canadiens et israéliens. C'est à cette époque que vous êtes recruté par la DGSE, les services spéciaux extérieurs français, comme agent de terrain. Vous êtes aussi grand reporter au service investigation de l'Express de 1987 à 1989. Jusqu'en 2005, vous cumulez vos activités d'agent de la DGSE et de journaliste indépendant. En 2005, vous quittez la DGSE pour diriger le European Strategic Intelligence and Security Center, qui est à la fois un think tank et une société de conseil travaillant pour des gouvernements et des grandes entreprises. Mais vous restez quand même très proche des médias puisque vous serez consultant de la chaîne CNN au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Vous êtes co-auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire juive, le Moyen-Orient, le terrorisme et le renseignement. Aujourd'hui, vous êtes consultant pour la chaîne CNews et pour Europe 1, mais vous continuez à diriger des ISC. Vous restez également très proche de la communauté juive. D'ailleurs, vous intervenez très régulièrement sur nos ondes. Vous avez été notamment rédacteur en chef de Radio Judaïka. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes chez vous. Un parcours impressionnant qui nous amène à débattre avec vous d'un sujet qui est une source constante d'inquiétude pour notre communauté et dans notre pays, à la hauteur, je dirais, de la complaisance d'une partie de nos autorités face au phénomène prégnant de l'entrisme musulman sur notre territoire. Claude Moniquet, pourriez-vous nous délivrer votre analyse de ce phénomène et comment vous voyez l'avenir par rapport à cet entrisme musulman? Je vais essayer parce que c'est un problème complexe. Je pense, vous l'avez dit vous-même, il y a dans certains milieux politiques une bienveillance. Je pense à l'extrême gauche, je pense aux écologistes, par exemple, une bienveillance ou une pseudo-neutralité, mais en fait une bienveillance par rapport à l'entrisme islamiste, en partie, qu'on trouve d'ailleurs aussi au Parti socialiste, en partie pour des raisons idéologiques quand on va à l'extrême gauche, et si on se cantonne simplement aux écologistes et aux socialistes, par clientélisme, très clairement. Ouais. Et puis, il y a dans d'autres parties du paysage politique belge une crainte, une peur, une volonté de ne pas choquer, une volonté de se montrer plus tolérant que tolérant, et de manière à maintenir une espèce de paix sociale. C'est évidemment un faux calcul, parce que la réalité, c'est qu'effectivement, depuis plus de 20 ans maintenant, depuis une trentaine d'années, on assiste à un entrisme très important d'une partie du courant islamiste qui sont les frères musulmans, le frérisme comme on dit, Ouais. et d'autre part à une rupture d'une autre partie de la communauté musulmane, les salafistes, qui eux ne font pas d'entrisme, mais sont en train de construire une société parallèle qui, à terme, menace le vivre ensemble. Donc mon regard est extrêmement pessimiste, alors pas seulement pour la Belgique d'ailleurs, hein. C'est un phénomène, la Belgique n'est évidemment pas une île,
et c'est un phénomène qu'on trouve aussi en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, dans plusieurs pays européens. Euh, En fait, dans tous les pays européens où il y a des communautés musulmanes, la majorité des musulmans respectent la loi et ne posent pas de problème ni de vivre Oui, ensemble, bien sûr. ni de sécurité, mais il y a des minorités actives, extrêmement actives, qui exercent une pression, qui font peur aux membres de leur communauté et qui les mettent au pas. C'est ça. Alors, une question pour Jean-Claude Moniquet. Comment est-ce que vous évaluez le degré de la menace terroriste en Belgique aujourd'hui? Par exemple, pas plus tard qu'hier, en France, on sait qu'il y a un attentat terroriste qui a été déjoué qui visait les lieux de culte juifs. Alors, la Belgique n'est certainement pas à l'abri de ce genre d'action, et surtout avec la présence de Samidoun, qui est quand même très actif sur notre territoire, même s'il semble que l'Arizona veuille interdire ce mouvement. Est-ce que vous pensez que nos services de renseignement ont la capacité de prévenir de nouvelles attaques sur notre sol? Alors, d'abord, bonjour Dominique. Il y a plusieurs questions dans votre question. Euh, Sur le travail des services de renseignement, on a beaucoup glosé il y a 10 ans, au moment des attentats de Paris et puis des attentats de Bruxelles, bien entendu, sur les faiblesses des services de renseignement et leur manque de coopération. C'était une vision fausse. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, je peux dire que depuis très longtemps en Europe, les services de renseignement et de sécurité collaborent bien et qu'ils collaboraient déjà bien à l'époque et même qu'ils collaboraient avec des services extra-européens, avec les Américains, avec les Israéliens, mais aussi avec toute une série de services arabes qui nous ont fourni des renseignements extrêmement importants qui ont permis de déjouer des attentats. Donc aujourd'hui, les services de renseignement ont encore plus de moyens, hein. Le personnel de la sûreté de l'État a doublé depuis les attentats de 2015. Donc ça, c'est une bonne chose. Les lois ont été amendées. On a par exemple aujourd'hui la possibilité de perquisitionner 24 heures sur 24 en cas de menace terroriste, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2015. Donc tout ça, ce sont des progrès importants. Maintenant, vous avez, deuxième sous-question, vous avez parlé de la volonté de l'Arizona de bannir certains mouvements extrémistes. Mais là, je voudrais souligner justement que toute une série d'organisations dites de défense des droits de l'homme sont vent debout contre cette volonté en disant qu'en fait c'est de la répression politique, ce qui est totalement absurde. Personne dans l'Arizona ni ailleurs en Belgique ni en France d'ailleurs, ne pense par exemple à réprimer le mouvement syndical ou à empêcher des manifestations légitimes de désaccord avec le gouvernement ou avec n'importe quel gouvernement étranger. Ce que vise le projet sur l'extrémisme, c'est dissoudre des organisations qui présentent un danger pour la sécurité, qui appellent à ce qu'on appelle en France, qui appellent au séparatisme, comme on dit en France, c'est-à-dire au communautarisme exacerbé, et qui donc présentent un danger pour notre vivre ensemble, et des organisations qui commettent des actes illégaux, comme par exemple des blocages, des attaques contre des entreprises, des ambassades, etc. Alors maintenant, pour en venir à votre question fondamentale, l'état de la menace terroriste en Belgique, comme partout ailleurs en Europe, est élevé. On a pu croire, certains ont cru, après le démantèlement de l'État islamique entre 2017 et 2019 et la perte de sa territorialité, que cette menace était derrière nous. C'est faux. On le voit. Alors, il y a eu effectivement une accalmie parce que l'État islamique n'avait plus cette territorialité, je le répète, qui lui permettait d'attirer en Syrie et en Irak des djihadistes européens, de les former et de les reprojeter sur le territoire européen pour commettre des attentats. C'est ce qui s'est passé en 2015. Et puis après, bien sûr, il y a eu le Covid, la pandémie, le confinement, qui ont évidemment également limité les actions des terroristes, d'une part parce que les gens ne sortaient pas, et d'autre part, comme ils ne sortaient pas, il n'y avait pas de cible dans les rues ou dans les lieux publics qui étaient fermés. Mais la menace est revenue. Et elle se caractérise aujourd'hui, d'une part, par une menace individuelle. On le voit en Belgique comme on le voit en France, avec des attaques au couteau, à la voiture bélier, etc. Mais il ne faut pas sous-estimer la possibilité de voir revenir des menaces terroristes en réseau. Et je prendrai un seul exemple. L'année dernière, les Jeux Olympiques avaient lieu en France et la veille de la cérémonie d'ouverture,
les polices allemandes et belges ont démantelé un réseau de 13 personnes, essentiellement basées en Allemagne, des ressortissants d'Asie centrale, qui, pour le compte de l'EIK, l'État islamique au Khorasan, la branche la plus active internationalement de l'État islamique aujourd'hui, préparaient des attentats contre les Jeux olympiques. Donc on avait un réseau transnational, et ça, c'est un risque qu'on ne peut pas, même si ce risque-là a un peu baissé par rapport à 2015, il reste tout à fait prégnant. Alors, vous nous donnez des informations qui sont à la fois un peu rassurantes et tout à fait alarmantes et je voudrais avoir votre opinion suite à ce que disait le Michel Fayard, un géopolitologue français qui est, d'origine chrétienne libanaise et qui a dit lors de son passage dernièrement ici à Bruxelles qu'il fallait se battre contre l'entrisme islamiste, qu'il fallait se battre contre la menace qui pèse sur nos sociétés et sur beaucoup sur nos communautés juives et donc qu'il ne fallait pas partir parce que ce mal va se répandre partout. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de cette position? Est-ce qu'on est encore capable? Est-ce qu'on peut gagner ce combat contre le terrorisme? Est-ce qu'on peut étouffer cet antisémitisme qui, suite aux horribles attaques barbares du 7 octobre 2023 en Israël, a refleuri d'une façon et avec une violence qu'on n'attendait plus depuis la Seconde Guerre mondiale? Quelles sont nos possibilités? Quel est notre choix? Alors, je connais bien Michel Fayad, avec lequel je partage souvent des plateaux sur CNews, et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, ce qu'il dit, et je pense qu'il a raison. Nous avons effectivement, c'est une attaque contre, quand on parle de l'attaque contre le vivre ensemble, en fait, c'est une manière, je dirais, politiquement correcte de dire les choses. La réalité, c'est que l'islamisme radical est en lutte contre nous, contre notre mode de vie, contre le fait que nos sociétés sont des sociétés démocratiques, où c'est la loi civile qui prime sur la loi religieuse, où les femmes et les hommes ont des droits absolument égaux, où chaque religion a le droit de s'exercer, où chacun a le droit d'avoir sa religion ou de ne pas en avoir d'ailleurs, et s'il le veut même, de blasphémer. Tout ça, ce sont des droits qui appartiennent à notre culture. Nous sommes des pays judo-chrétiens, c'est-à-dire quand même essentiellement, soyons clairs, des pays en Europe de tradition chrétienne, avec d'importantes communautés juives dans certains pays, comme la France et la Grande-Bretagne, nettement moins importantes en Belgique, évidemment, mais qui cristallisent un pourcentage de haine qui est incomparable à leur taille réelle et qui prouve bien qu'en fait, au-delà de ce que ces gens disent, lutter contre l'antisionisme, contre le sionisme, pardon, lutter contre l'État d'Israël, etc., ce qu'ils visent, c'est la judaïté, c'est le judaïsme, c'est les communautés juives, parce que les islamistes radicaux nous haïssent. Ça doit être très clair. Donc je pense effectivement que les autorités, et souvent elles sont très frileuses par rapport à cela, doivent défendre nos identités, qu'elles soient chrétiennes ou juives. Je prendrai deux exemples à Bruxelles, malheureusement, qui sont des exemples que je trouve extrêmement tristes. Vous savez très bien qu'on ne parle plus du marché de Noël, mais des plaisirs d'hiver. La crèche. On était de mauvaise foi, on se demanderait pourquoi. Et deuxièmement, il y a cette lamentable histoire de la crèche, de la crèche dite inclusive, qui est une farce totale, qui malheureusement s'est faite avec l'approbation de l'Église, qui manifestement a subi une forte pression ou a peur de choquer, mais qui s'installe quasiment déjà dans un rôle de dimitude, en acceptant la non-représentation de visage, qui est un interdit dans la religion musulmane. On ne peut pas représenter les créatures douées du souffle vital, c'est-à-dire les humains et les animaux. C'est ça, cette crèche. Alors, on nous dit, oui, mais c'est inclusif parce qu'avec le patchwork de couleurs sur le visage, toutes les races, toutes les couleurs, toutes les communautés peuvent se reconnaître. Mais quiconque a un tout petit peu de connaissance de la religion chrétienne sait très bien que dans la tradition, les trois rois mages, il y en a un qui venait de Perse, un qui venait d'Inde, et Balthazar venait d'Arabie et était noir. Donc la diversité et la multiculturalité étaient déjà présentes. On n'avait pas besoin de pixeliser les visages pour ça. C'est un abandon de nos valeurs, c'est un abandon de nos traditions, et c'est une preuve, je pense, si j'étais poli, je dirais, enfin je vais rester poli d'ailleurs, mais si j'étais politiquement correct, je dirais que c'est une preuve de comment dire les choses,
de compréhension, en fait, c'est une preuve de lâcheté. Point. Ouais, tout à fait. Mais justement, pour en revenir, Claude Moniquet, sur la menace terroriste. Bon, elle est là, elle existe, elle est prégnante, et pourtant, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, le CAM, n'a toujours pas relevé le niveau d'alerte, qui est toujours au niveau 3 qui signifie risque élevé, mais pas imminent. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu léger et qu'il devrait justement relever ce niveau? Alors là-dessus, je suis partagé parce que cette question des niveaux, en fait, est une question. Elle n'a pas d'influence sur le travail des services de renseignement, sur le travail de détection de la menace qui est permanent 24 heures sur 24 et sur la coopération avec les services de renseignement étrangers. Le relèvement du niveau concerne essentiellement les mesures de sécurité sur le terrain Ouais. pour protéger des cibles éventuelles. Le problème, c'est que le niveau 4 implique des mesures de protection et des déploiements de forces qui sont extrêmes et qui donc coûtent extrêmement cher financièrement, mais également humainement, parce que ça veut dire que les personnels ont des possibilités de congés, de récupération qui sont très limitées, s'usent, se fatiguent, avec donc un risque à un certain moment de perdre de leur acuité et de perdre de leur vigilance. Par ailleurs, le niveau 3 est déjà quand même un niveau très élevé, hein, c'est 3 sur 4, certains sites sont déjà sous le régime du niveau 4. Alors, je ne vais pas les citer pour des raisons de sécurité évidentes, Bien mais sûr. certaines ambassades, certains lieux sont soumis au régime 4, c'est-à-dire à une présence relativement importante, voire massive parfois, de forces de l'ordre. Donc, je pense qu'il ne faut pas surjouer cette question du niveau de sécurité. L'important, c'est parce que c'est ça le plus important. Quand on en est déjà au niveau de la rue, au niveau de la protection des cibles, il est trop tard. Bien sûr. Parce qu'il y a des centaines, des milliers de cibles à protéger. Il faudrait protéger toutes les synagogues, toutes les églises, éventuellement toutes les mosquées, tous les bâtiments publics, les gares, les transports. Enfin, c'est très difficile. La seule garantie, c'est pas une garantie, mais la seule protection réelle que nous avons contre la menace terroriste, c'est le travail préventif des services de renseignement et de police. Et ça n'est pas, ça ne, C'est au pas niveau des négligé. enquêtes, je veux dire, de la Ouais. détection. Et ça n'est pas influencé par les niveaux d'alerte. D'accord, ok, moi c'est clair. Alors, pour en revenir à la complaisance, que j'appelle la complaisance belgo-belge, elle se distingue d'une manière qui n'est pas du tout de nature à nous rassurer. Je citerai quelques exemples. La promotion cette année en criminologie, donc faculté de droit de l'ULB, porte le nom de Rima Hassan, députée européenne LCI, qui ne cache pas sa sympathie pour le Hamas, qui a soutenu le pogrom du 7 octobre et qui est aujourd'hui sous le coup d'une poursuite au pénal en France pour apologie du terrorisme. Pour en rajouter, il y a la venue sur le même campus, il y a quelques jours, de Madame Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, également soutien inconditionnel de la violence contre Israël et antisémite notoire. Et comme si cela ne suffisait pas, il fallait en rajouter une couche, c'est l'entrée accordée sur le territoire belge à Mohamed Al-Khatib, membre de l'organisation terroriste du Hamas, qui a participé au pogrom du 7 octobre et qui se promène tranquillement dans les rues de nos villes. Nous sommes pointés, même au niveau international, pour ce niveau de complaisance qui n'a jamais été atteint. Quand cela va-t-il s'arrêter et où va la Belgique selon vous, Claude Moniquet? Alors effectivement, ce sont trois signaux, en tout cas deux des trois sont des signaux extrêmement négatifs. Le choix du nom de Rima Hassan comme totem d'une promotion de la faculté de droit est tout à fait hallucinant, mais malheureusement, il s'est fait parce qu'il semblerait, si mes informations sont exactes, que beaucoup d'étudiants se sont simplement désintéressés du problème Tout à et fait. se sont abstenus de voter. Et que donc, comme les activistes, eux, ne s'abstiennent jamais, ben, ils se sont mobilisés, ils ont obtenu ce nom, et la faculté et le conseil d'administration de l'université ont trouvé ça tout à fait normal et acceptable. Je les laisse à leur responsabilité. Je pense que certains étudiants de la promotion Rima Assad auront beaucoup de difficultés pour trouver des stages Ouais. dans les entreprises ou au barreau, mais c'est leur choix, il faut l'assumer. L'affaire albanaise, effectivement, Madame Albanese est venue parler à Bruxelles, comme elle est rapporteure de l'ONU.
c'était un peu difficile de s'y opposer. Mais je rajouterai quelque chose d'intéressant sur Madame Albanese, qui est italienne. Vendredi dernier, les locaux de la Stampa à Turin ont été envahis par une cinquantaine de militants d'extrême gauche pro-palestiniens, c'est-à-dire plus exactement anti-israéliens, qui ont dévasté la rédaction, qui ont détruit des archives, détruit des bibliothèques de la rédaction, qui ont tagué sur les murs journalistes complices d'Israël, complices du génocide, etc. Ça a été condamné par la totalité de la classe politique italienne, de la gauche à la droite. Et Madame Albanese, qui est italienne, a dit « Ah oui, c'est très regrettable, mais cela doit servir de leçon aux médias ». Alors voilà qui est la rapporteure de l'ONU pour les droits de l'homme en Palestine et pour la question palestinienne. Ça veut tout dire. Quant à l'affaire Al-Khatib, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, M. Al-Khatib vit à Bruxelles, apparemment dans l'ouest de Bruxelles, je ne dirais pas où, mais dans l'ouest de Bruxelles. Mais à l'heure actuelle, je me suis beaucoup intéressé à cette affaire que j'avais révélée sur CNews. À l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il est entré en Belgique directement via la Belgique ou par l'obtention d'un visa Schengen délivré par un autre pays qui lui permettait, lui, de voyager n'importe où en Belgique et de s'installer où il voulait. Ça reste à éclaircir. Mais il reste effectivement qu'à partir du moment où il est sur le territoire belge et où il est avéré qu'il est un propagandiste du Hamas, ce qu'il ne cache pas. Oui, il cache absolument il suffit pas. d'aller consulter ses réseaux sociaux pour en être convaincu immédiatement. Les autorités belges pourraient peut-être prendre une mesure d'éloignement qui serait salutaire, mais manifestement, elles ne sont pas pressées de le faire. C'est ça. Eh bien voilà, donc merci beaucoup pour vos éclairages, Claude Moniquet. Nous voici arrivés au terme de cette émission. Encore mille merci de votre présence. À très bientôt. Merci. J'espère qu'on se reverra très bientôt en présentiel cette fois. Et j'espère qu'on se verra physiquement, effectivement, dans les studios. C'est simplement le travail qui m'a empêché aujourd'hui de me déplacer. On comprend très bien. Merci Dominique, merci Clément. Merci chères auditrices, chers auditeurs de Radio Judaïka pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro des rendez-vous du CCOJB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous et à très bientôt.